Ça craint. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand les journaux parlent de survivalisme, c'est quand même rarement positif. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec néo-campagnard? Eh bien, cela ne vous a sans doute pas échappé, mais dans l'esprit des gens, autonomie et survivalisme, c'est un peu pareil. Il faut dire que les médias nous aident grandement à faire l'amalgame. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a des différences fondamentales entre l'autonomie et le survivalisme, et je vous invite à vous pencher avec moi là maintenant, dans cette vidéo, sur ces différents points, de façon à vous positionner en connaissance de cause. Alors, faisons le point. À la fin de cette vidéo, vous serez capable, dans une discussion, d'argumenter, de pointer les différences entre autonomie et survivalisme. Libre à vous ensuite de défendre l'un ou l'autre de ces points de vue, ou les deux, ou aucun, vous le verrez. Ils se complètent plutôt bien, même s'ils s'excluent parfois aussi, mais se nourrissent aussi mutuellement à bien des égards. Bonjour les néo-campagnards. Alors, commençons par la définition académique des deux mots pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. On va faire simple, je vous ai pris les définitions données par le Larousse. Alors, le Larousse nous dit pour le survivalisme, mode de vie d'une personne ou d'un groupe de personnes qui se prépare à la survenue à plus ou moins longue échéance d'une catastrophe nucléaire, écologique, économique, etc., à l'échelle locale ou mondiale. Alors, le Larousse donne une autre définition du survivalisme. Je vais vous la donner aussi pour être complète. C'est une définition qui nous intéresse moins aujourd'hui, mais je vous la donne quand même. Le survivalisme est aussi une activité de loisir consistant à apprendre à survivre dans la nature. Alors c'est évidemment une très bonne chose, c'est très mignon, mais ce n'est pas l'aspect qui m'intéresse dans cette vidéo. Vous l'aurez compris, quand les médias évoquent le survivalisme, c'est bien de la première définition dont il s'agit et non de la deuxième. Alors l'autonomie, pour le Larousse, c'est la capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas être dépendant d'autrui. C'est aussi le caractère de quelque chose qui fonctionne ou qui évolue indépendamment d'autres choses. Alors, de ces définitions, nous allons tirer trois éléments importants qui mettront en exergue les points communs, les différences aussi entre l'autonomie et le survivalisme, et je vous donnerai aussi quelques exemples pour que ce soit davantage parlant. Alors le premier élément à en tirer, c'est le point commun évident entre les deux et qui explique évidemment l'amalgame qui est souvent fait, à savoir que dans les deux cas, la notion d'indépendance est absolument centrale. C'est d'ailleurs bien ce qui déplaît probablement, suivez mon regard, bref, celui qui est indépendant d'un système, quel qu'il soit, est finalement foncièrement libre. Alors quand je dis libre, c'est pas dans le sens de il fait ce qu'il veut, car au contraire, c'est souvent beaucoup de contraintes, mais il est libre dans le sens de n'avoir pas ou il est pas ou peu concerné en fait par les choix politiques locaux, nationaux, mondiaux, ce que vous voulez, et peu concerné aussi par la situation économique. Donc voilà, vous comprenez bien le principe de liberté dans ce sens. Alors par rapport à cette thématique de la liberté versus contrainte, je vous renvoie à ma conférence sur l'élevage familial, esclavage ou liberté. Je vous mets un extrait ici quelque part en haut de la vidéo, vous allez le retrouver. Alors, cette indépendance, elle se manifeste comment? Eh bien, dans les deux cas, que ce soit chez le survivaliste ou chez celui qui est en recherche d'autonomie, qu'on appellera l'autonome, on n'est pas inquiet face à une difficulté économique au niveau local ou au niveau du pays. Je vous donne un exemple. Typiquement, dans les deux cas, nous pouvons voir venir les mois de disette sans être inquiets, notre famille aura de quoi manger, de se chauffer pour plusieurs mois. Alors, le survivaliste, lui, il aura accumulé des conserves, par exemple, qui lui permettront de subvenir aux besoins alimentaires vraiment de base de tous les membres vivant sous son toit, alors que celui qui vit en autonomie, de son côté, aura aussi fait ses bocaux de légumes, qu'il aura sans doute produits en quantité à la belle saison, il aura aussi quelques poules, il aura donc des œufs, de la viande, etc. Donc autant pour le survivaliste que pour la personne autonome, une pénurie alimentaire de quelques mois au niveau de la société, c'est pas un vrai problème. En fait, ça a été anticipé. Donc vous comprenez aisément que l'amalgame puisse être fait entre les deux, dans les médias et probablement dans la population globalement. C'est que dans les deux cas, on a affaire à des personnes un petit peu hors système, dans le sens où les problèmes de la société finalement les touchent assez peu. Alors, dans le cas d'une famille capable de vivre en autonomie, ce détachement des problèmes économiques du pays
peut même la mettre à l'abri pendant plusieurs années et non pas juste quelques mois, puisqu'elle produit en continu, elle renouvelle donc son stock régulièrement. C'est un petit peu un puits sans fond, puisque généralement le travail du potager et de l'élevage familial, c'est la base de l'autonomie alimentaire. Alors évidemment, ce n'est pas le cas du survivaliste qui, tout prévoyant qu'il puisse être, finit forcément à un moment donné par arriver au bout de ses réserves, qui par définition s'épuisent. Mais ceci étant, le survivaliste est normalement capable, après une première étape de consommation des réserves, de se débrouiller avec vraiment très très peu. Alors cela nous amène au deuxième élément à bien comprendre quand on parle d'autonomie et de survivalisme, c'est la notion de longue durée, ou pas. Je vous rappelle que le premier élément était un point commun évident entre les deux, l'indépendance. Le deuxième point à bien comprendre est au contraire une différence fondamentale entre le survivalisme et l'autonomie, c'est la notion de durée, de temps qui passe. Alors, la notion de survivalisme, elle est liée à la survenue d'une catastrophe, une catastrophe économique, une catastrophe politique, une catastrophe nucléaire, une catastrophe naturelle, etc. C'est donc une démarche pensée pour une situation d'urgence. Ça permet de tirer son épingle du jeu, de faire le dos rond en attendant des jours meilleurs. Donc dans le mot survivalisme, il faut quand même bien faire attention. On entend le mot survie, ce qui n'est quand même pas rien. Donc le but du survivalisme, c'est de pouvoir survivre et non de vivre une vie paisible sur la durée. Alors, vous me direz, dans une situation de crise et de chaos, c'est déjà pas si mal de survivre, et c'est vrai, sauver sa peau, c'est juste la base si on veut faire partie de ceux qui s'en sortent à la fin de l'histoire. Mais ça reste quand même un point de différence fondamental avec l'autonomie. L'autonomie vise l'indépendance, on est sur du temps long. La famille qui vit de façon autonome n'est pas dans l'attente d'un événement catastrophique, quel qu'il soit. Je veux dire, c'est un mode de vie, c'est pas de la survie. Pour autant, c'est vrai qu'un état de crise ne l'inquiétera pas, parce que même si ce n'est pas son objectif premier, l'indépendance dont jouit une famille autonome bah, la protège d'une éventuelle pénurie alimentaire ou énergétique, pour ceux qui ont mis en place un système de chauffage, d'alimentation en eau ou de choses comme ça. Est-ce que vous commencez à voir ce qui diffère entre autonomie et survivalisme dans l'état d'esprit? Donc, pour que les choses soient plus claires pour vous, je vais vous prendre un exemple. Un exemple tout simple, exemple que je tiens d'un ami, Frédéric, qui se reconnaîtra, je pense. C'est lui qui m'a ouvert les yeux d'ailleurs sur cette différence fondamentale entre le survivalisme et l'autonomie. Donc, pour vous donner un exemple, être en mesure d'allumer un feu, par exemple, est un besoin assez basique dès lors que l'on essaie d'être indépendant, que ce soit en plein air ou que ce soit pour mettre en route la cuisinière à bois dans la maison. Donc, allumer un feu, c'est juste une compétence de base. Pour cela, le survivaliste aura probablement tout intérêt à faire un stock de briquets, vous savez, style bic, les petits briquets bic. C'est un objet pratique, c'est petit, c'est facilement transportable, ça ne craint pas l'eau, enfin c'est d'ailleurs son avantage majeur. Ça ne coûte pas cher, c'est très fiable, enfin bon, impeccable. Ce petit briquet bic, c'est probablement l'outil de base du survivaliste. Alors que pour celui qui aspire à l'autonomie, en revanche, le briquet n'est pas forcément l'objet rêvé. Je vous rappelle quand même que dans une recherche d'autonomie, il y a une recherche de longue durée, de vraie vie, et non pas de survie, et donc inévitablement la recherche d'un certain sens de l'écologie ou d'un sens certain. Donc l'autonome, lui, il cherche à retrouver sa juste place dans un écosystème qui est pour le moins malmené. On nous répète à qui mieux mieux que nous sommes trop nombreux, que nous faisons du mal à la nature, que l'homme est un affreux méchant. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué quand même de trouver sa place. Et l'autonome, lui, essaie vraiment de retrouver sa place dans un écosystème naturel. Donc dans cet esprit-là, un objet en plastique qu'il faut racheter régulièrement, c'est pas forcément la panacée. Alors, il est préférable, dans une optique long terme de vie autonome, de privilégier des allumettes qui ont déjà l'immense mérite d'être en bois, donc c'est nettement plus écologique que des briquets, ou alors de privilégier d'autres systèmes plus autonomes encore, comme la pierre à feu par exemple, mais bon, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Autrement dit, donc, du point commun évident entre survivalisme et autonomie, à savoir l'indépendance par rapport à un système donné, on voit bien qu'il y a quand même une différence majeure d'état d'esprit entre les deux. Le premier est davantage tourné vers la survenue d'une catastrophe, alors que le deuxième a une vision beaucoup plus long terme. Donc cela nous mène au troisième élément pour bien comprendre ces deux termes, puisque l'état d'esprit est très différent, ces deux modes de vie se fondent-ils de la même façon dans notre société? Alors, survivalisme, autonomie, de quel côté votre cœur penche? Eh bien, on ne va pas se mentir, le survivalisme n'est pas très bien vu aujourd'hui dans notre société. Alors la raison officielle, je vous l'ai montré, c'est le manque de discernement de certains survivalistes qui se font
Malheureusement, tristement connaître, lors de faits divers dramatiques, généralement en lien avec, l'utilisation d'armes et ces tragédies ne peuvent évidemment pas les rendre sympathiques. On remarquera quand même que pour eux, personne ne brandit le pas d'amalgame, hein, que l'on sort pourtant très promptement dans d'autres circonstances. Mais bon, clairement, ce n'est pas parce que certains sont cinglés, il n'y a pas d'autre mot, que tous les survivalistes doivent être mis dans le même panier. Mais bon, voilà, c'est l'image qui en est donnée dans les médias, c'est celle qui marque les esprits. Donc ça, c'est la raison officielle qui nous rend assez peu enclins à les aimer, bien évidemment. Euh, je pense pour ma part qu'il y a une autre raison pour laquelle il est dans l'intérêt de nos gouvernements de les montrer du doigt, c'est qu'ils sont hors système tout simplement. La politique de la peur ne les atteint pas du tout. Ils ne craignent pas les restrictions, ils ne craignent pas les pénuries, ils sont prêts à affronter des situations compliquées puisqu'ils se forment pour cela. Et de ce fait, ils ne sont pas du tout disposés à renoncer, par exemple, à leur liberté, c'est quand même un thème d'actualité, pour garder leur confort. Parce qu'en fait, ils s'en fichent complètement de leur confort. Ils ne sont donc pas malléables. Donc c'est voilà, c'est peut-être une interprétation erronée, mais c'est ainsi que je le ressens. Alors, ils ne rentrent pas dans les cases et de ce fait, voilà, bah, ça dérange. Ça dérange. De leur côté, les personnes qui tendent vers un mode de vie autonome se font plutôt oublier, ils n'ont pas cette couverture médiatique négative et tant mieux. Donc de ce fait, ils sont moins connus au sein de la population. Alors pour autant, je ne suis pas convaincue qu'ils soient mieux perçus par ce qu'on appelle dans le langage courant le système. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'eux aussi sont relativement peu concernés par d'éventuelles restrictions. Les autonomes ne sont pas concernés non plus par d'éventuelles pénuries. Eux non plus, ils ne sont pas faciles à effrayer. Eux aussi, ils peuvent facilement tourner le dos à la société, en fait, s'ils ne s'y retrouvent plus. Et ça, c'est une vraie force. C'est d'autant plus vrai que la famille autonome travaille, certes, à son autonomie alimentaire. Chez nos campagnards, on vous en parle quand même déjà pas mal, mais probablement aussi à son autonomie énergétique en étant ancrée sur sa terre. Alors, quand je dis autonomie énergétique, je pense à l'électricité, à l'eau. Alors bon, pour notre cas, on n'en est clairement pas là, mais voilà, c'est un objectif aussi, et puis certains sont bien avancés là-dessus. Alors, en ce sens, d'ailleurs, on notera que le survivaliste, lui, il est bien mieux préparé que l'autonome en cas de catastrophe naturelle, par exemple. Parce que s'il faut fuir rapidement d'un lieu, la famille autonome, elle perd tout. Ce qui n'est pas le cas du survivaliste. Mais pour ce qui est de l'intégration des personnes autonomes dans la société, c'était le thème du troisième point, c'est quand même compliqué. Non pas qu'il s'agisse de personnes asociales, hein, loin de là. Enfin, voilà, je pense que là-dessus, j'ai pas de souci particulier. Mais la recherche d'autonomie, c'est quasiment un travail à temps plein. C'est quand même difficilement compatible avec une activité professionnelle. Ça prend du temps, la recherche d'autonomie. Et donc, il n'est pas rare quand même que les autonomes se retrouvent un petit peu dans cet état d'esprit d'être dans ce monde, mais pas de ce monde. Ce que l'on peut, je pense, tout à fait comprendre, parce qu'honnêtement, voilà, il ne semble pas très sain de se sentir bien dans un monde bizarre. Et donc, vu comme ça, c'est plutôt bon signe de se marginaliser en réalité. Si l'autonome, lui, il développe la capacité à n'avoir besoin de personne, enfin, ou du moins il y tend, pour ses besoins vitaux, hein, donc alimentaires et énergétiques, il ne renie pas non plus la société, au contraire, enfin, je veux dire, il a tout intérêt à y créer un réseau local. L'autonomie, c'est quand même rarement accessible tout seul, et d'ailleurs, je suis même pas sûre que ce serait une bonne chose, puisque la vision porte quand même sur du long terme. Donc il y a un rôle social, évidemment. Donc voilà pour le troisième élément dont il faut être conscient, c'est que l'inclusion ou l'exclusion des uns et des autres dans la société ne se fait pas tout à fait de la même manière, mais il faut dans les deux cas avoir un tempérament bien trempé, ça reste un invariant. Donc le survivalisme et l'autonomie, ce sont sans conteste deux réalités qui sont viscéralement éprises de liberté et qui font clairement partie des insoumis. Le survivaliste est largement préparé à faire face à toute situation, à une urgence. Tout part en vrille, c'est la décadence, mais alors s'il y a une catastrophe, il n'est pas apeuré. L'autonome, lui, a une vision long terme, il trouve sa place dans un écosystème avec des ressources alimentaires et énergétiques en fonction de considérations écologiques. Les uns et les autres jouissent d'une certaine liberté, celle de ne pas dépendre du gouvernement, de la société qui pourtant n'aime pas ce genre de profil, de gens qui s'en fichent de façon plus ou moins subtile. Pour ma part, donc, je suis clairement dans une recherche d'autonomie, vous le savez, tout simplement, car j'ai une vision profondément optimiste déjà. Je suis animée par la volonté de transmettre à mes enfants, à ma lignée. Donc, vous l'avez compris, ma vision est indéniablement une vision
sur la longue durée. Donc, j'attire votre attention quand même sur le fait que finalement l'autonomie telle que je la conçois n'est ni plus ni moins que le mode de vie normal de nos grands-parents en fait, hein, ou arrière-grands-parents. C'est de la prévoyance, de la prévoyance, de la prévoyance, c'est tout, ça ne va pas plus loin en fait. Et cela ne peut se faire que dans le monde rural, à mon sens, dans un espace qui peut nous nourrir, et nous inclure dans un écosystème, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc il y a rien de passéiste dans ma position. On peut vivre, avec son temps, hein. C'est pas parce que je parle des grands-parents que je rêve de retourner, quelques générations en arrière. On peut vivre avec son temps aussi évidemment. Pour ma part, je suis bien contente par exemple d'avoir l'électricité chez moi et d'avoir l'eau courante, hein. Alors, même si j'ai encore des progrès à faire en termes d'autonomie à ce niveau-là, mais voilà, il y a quand même un certain confort que je suis contente d'avoir. Je n'ai pas du tout de nostalgie par rapport à cette époque où voilà, il fallait aller chercher l'eau au puits, et on ne savait pas forcément trop ce qu'on buvait. Donc pour autant, il ne me semble pas idiot d'avoir quelques notions en plus de survivalisme pour le court terme. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans une situation qui est un peu compliquée. Ce n'est probablement que le début d'une période qui s'annonce très chaotique, avec des problèmes d'électricité qui sont déjà annoncés d'ailleurs, de possibles émeutes, voilà, on ne sait pas, mais on sent que ça va être difficile. Donc partant de ce constat, moi j'hésiterai pas à jeter un œil quand même du côté des survivalistes aussi, clairement. Je pense qu'ils ont une longueur d'avance sur la plupart d'entre nous. Et en cas de gros problèmes économiques, comme on peut s'y attendre, ils s'en sortiront sans doute mieux, à bien des égards en tout cas, que la plupart de nos compatriotes. Donc je pense qu'ils méritent tout notre respect et nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Alors, en même temps, je les encourage aussi, maintenant qu'ils sont prêts à faire face à une difficulté soudaine, à travailler sur le long terme aussi et à travailler sur l'après-catastrophe. C'est qu'à un moment donné, il faut reconstruire quand même. Donc les priorités aujourd'hui pour tout néo-campagnard, je pense, c'est d'abord d'être capable de traverser la crise. Après la crise, il faudra encore être debout. Il faudra encore être debout pour reconstruire, j'insiste beaucoup, reconstruire pour nos enfants, les enfants de nos enfants, et nos enfants, eux, connaîtront ainsi, enfin du moins je l'espère, la véritable écologie telle que je la conçois. Vous aussi, je pense, n'est-ce pas? Donc, en attendant, si vous vivez encore en ville, par exemple, dans un confort dont vous ne vous rendez peut-être même plus compte, je vous propose de regarder ma vidéo postée le 11 novembre sur notre capacité à vivre à la dure. Donc, je vous laisse jeter un œil et vous me direz ce que vous en pensez.